Voilà, donc on a commencé l'enregistrement. On a déjà essayé 2, 3 fois de fixer un moment qui nous convenait à tous les deux. On a fini par y arriver. Il nous a fallu à peu près tout le mois de septembre. D'accord. Je pense que Bon, bonsoir Georges, comment ça va? c'est surprenant. Donc voilà, Stéphane Résimon, Georges Mouton. Je pense que voilà, beaucoup de gens qui verront cette vidéo nous connaissent de toute façon. On n'a pas besoin de faire des présentations in extenso, hein. Je pense que ce qui est peut-être intéressant, c'est vrai que c'est moi qui ai proposé ce débat parce que visiblement, il y a, je crois, un sujet qui mériterait d'être un peu débattu, comme on peut faire dans les débats, on a tendance à débattre. Et ce qui, moi, m'interpellait et qui, à vrai dire, a été le sujet de plusieurs vidéos postées récemment sur ma chaîne YouTube, c'est cette espèce d'allergie et de réprobation que j'ai pour les goûters sucrés à 16 heures. Voilà, c'est ça le thème. Oui. Et donc, j'ai proposé au docteur Résimon, à Stéphane, à toi, d'en débattre aujourd'hui. Voilà. Et je suis certain qu'on va avoir chacun nos arguments. L'idée n'est pas qu'un ait raison et que l'autre ait tort à la fin de la discussion, mais d'expliquer nos points de vue qui peuvent être tout à fait divergents. C'est bien aussi que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas de pensée unique, hein, qu'il y a des débats les plus scientifiques possibles. Je crois qu'on se base à la fois sur nos expériences cliniques, sur ce qu'on a appris et sur des références scientifiques. Donc, voilà, ce que j'ai fait ce matin. De toute façon, ce qui est considéré comme étant vrai aujourd'hui, ça révèle faux demain, donc à tout point de Voilà, vue. Donc, voilà, voilà. C'est marrant, j'ai entendu le professeur Raoul dire ça il y a 2 jours dans sa dernière vidéo où il parle des découvertes ouais. de nouveaux microbes par l'IHU, hein, l'institut qu'il dirige. Et c'est vrai qu'ils ont découvert énormément de microbes assez révolutionnaires. Je veux dire, c'est une vidéo qui m'a appris beaucoup de choses et qui est tout à fait C'est pas vu. révolutionnaire, mais qui est hors Covid, hein, hors polémique. Et d'ailleurs, on a décidé qu'on ne parlerait pas de ça aujourd'hui. Donc, j'ai déjà dit un mot. Donc, c'est ce goûter sucré de la chrononutrition qui m'interpelle et que je n'aime pas. Bon, alors, ce que j'ai fait, c'est d'abord, moi, j'avais une vague notion de exactement d'où venait cette histoire de chrononutrition. Donc, j'ai fait ce matin ce que, bon, je pense, toi et moi faisons quand on veut faire une recherche bibliographique. J'ai été sur PubMed, bien entendu, et sur PubMed, évidemment, le docteur Delabosse, qui est à l'origine de la version, en tout cas francophone, franco-française et probablement aussi belge et suisse, etc., de la chrononutrition. Donc en 1986, le docteur Delabosse est évidemment inconnu au bataillon de PubMed. Mais bon, c'est normal. PubMed, c'est aussi quand même surtout anglo-saxon, et donc il y a peu de choses en français. Il y en a, mais peu. Alors, ce que j'ai fait, c'est donc entrer le terme chrononutrition. Le docteur Delabosse brille par son absence, donc ce n'est pas référencé. Ce Mhm. que j'ai trouvé des trucs, bon, intéressants. Alors, je vais très, très vite parce que, bon, on ne va pas passer son temps à ça, mais voilà, je suis remonté dans le temps. J'aime bien commencer par les parutions récentes, puisque, comme tu le dis bien, les trucs évoluent et les avis évoluent constamment. Donc, il faut quand même aller voir dans les publications relativement récentes, sans rejeter les anciennes. J'ai trouvé un papier ici de septembre, donc de ce mois-ci, un peu plus tôt dans le mois, donc sous le mot de recherche chrononutrition, et je traduis comme ça au pied levé. C'est paru dans Diabetes, donc une bonne revue. L'insuline régule directement
l'horloge circadienne dans le tissu adipeux. Il y a un mot qui est intéressant dans cet article-là, c'est un mot allemand, mais apparemment qui séduit beaucoup les anglo-saxons, c'est Zeitgeber, le donneur de temps. Voilà, ils sont assez obsédés avec le Zeitgeber. Bon, l'Allemagne est là à 10-15 km, enfin à 15 km, hein, donc je suis quand même, puis je suis tenu de parler allemand pour avoir ma licence médicale luxembourgeoise, et donc Zeitgeber, je m'y tiens. Bon, alors, on remonte au mois d'août, c'était un autre article intéressant quand même. Je ne vais pas passer trop de temps à tout ça, mais ici, ce sont des bons résultats. Non, ça c'est le suivant. Ici, c'est justement une augmentation d'un index de masse corporelle, donc de l'IMC, je traduis au pied levé de l'anglais, chez les sujets qui ont des comportements irréguliers, donc qui mangent un peu n'importe quand et surtout qui mangent tard. Donc ça je crois qu'il y a un consensus scientifique. Quand on mange trop tard le soir, il y a plein d'études et plein de preuves. Je crois que c'est incontestable. Le souper est un repas inutile, si ce n'est qu'il est social. Donc voilà, c'est. Voilà, mais tout à fait d'accord avec ça. Voilà, c'est tout. Alors, le problème, c'est les repas du soir tardifs, parce que on peut l'avoir à une heure décente et puis ça bascule vite dans des heures indécentes. Donc ça, mon repas du soir, il aura lieu vers 23 heures ce soir, ce qui est complètement contre-productif point de vue, je dirais, nutrition. Mais voilà, c'est mon boulot. Voilà, ça m'arrive aussi de souper. Qu'est-ce qu'on dit? On dit souper, c'est belge, ça, non? Est-ce qu'on devrait dire dîner? Le dernier pas. Le dernier pas, quand je fais des grosses journées de consultation, mon dernier pas, il peut être trop tard. Bon, aujourd'hui, comme je n'ai pas une journée de consultation, j'ai fini de manger à 19h, 19h30. Bon, ça, c'est… Ce qui est déjà en cas de surpoids avec des glucides trop tard pour quelqu'un qui veut perdre du poids. Oui, non. Mais je crois que d'après ce que j'ai pu voir, parce que j'ai vu d'autres articles que je ne suis pas en train que je n'ai pas imprimés, mais à peu près quoi qu'on mange quand c'est trop tard, c'est quand même mal géré et ça contribue. C'est logique, hein, on mange, puis on va dormir, on stocke, on ne brûle pas ça, c'est un non-sens. Bon, alors le dernier qui sert de préambule, c'est un autre article paru dans Nutrients en juin de cette année, tout ça est très récent. Et là, c'était effectivement, c'est peut-être intéressant pour introduire le terme, parce que les anglo-saxons, plutôt que jeûne intermittent, ils parlent de time restricted eating, donc de manger dans… C'est intéressant parce que ça dit peut-être un peu mieux ce que ça veut dire que manger dans une fenêtre, et ici, c'est le 8-hour time restricted eating. Et donc, voilà, c'est du 16-8. Hein, c'est du 16-8, mais j'aime bien le concept. D'ailleurs, mon nutritionniste anglais, avec qui je travaille depuis 17 ans sur l'Angleterre, lui, il ne jure que par ça. C'est time restricted eating. Il n'aime pas les termes jeûne intermittent. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'en réalité, on amène… Parce qu'on va forcément parler de ça, hein, tu te doutes bien. Je t'attends un peu là-dessus, on va voir ce que tu en penses. Mais j'aime bien le time restricted eating, 8 heures. Ça dit tout de suite que ces 8 heures-là, on peut justement les déplacer plus tôt, et ça va te plaire. Hein? Et là, on va se rejoindre beaucoup plus facilement. Ou alors plus tard, mais on sait que si c'est trop tard, on vient d'en parler, c'est foutu. Bon. Et alors ici, les résultats sont bons sur des jeunes adultes. Ça ne dure pourtant que 4 semaines. Il y a des résultats clairement favorables sur le poids, sur les facteurs de risque cardiovasculaire, etc. Donc voilà, mais il y a beaucoup d'études évidemment qui sont favorables à une forme ou l'autre de jeûne intermittent ou de time restricted eating, dont je ne veux même pas penser à la version française. Et alors, et ça, ce sera mon plat principal,
si tu veux bien, au point de vue bibliographique, je suis tombé sur une publication du 29 avril de cette année dans Minerva Medica, qui est une très bonne revue médicale italienne. Hein, il y a quand même de bonnes choses qui se font, très bonnes choses qui se font en Italie, mais il n'y a pas que des Italiens qui publient dans Minerva Medica, mais évidemment, il y en a quand même beaucoup. Et ça, c'est effectivement une équipe italienne. Et alors voilà, The Clock Diet, c'est en anglais bien entendu, hein, un guide nutritionnel pratique pour gérer l'obésité grâce à la chrononutrition. Donc, le terme chrononutrition, il est largement utilisé sur PubMed, mais pas vraiment dans le concept de Delabosse. Et d'ailleurs, ici, bon, je résume, hein, parce qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de pages dans cet article. En parenthèse, je me suis offert ce matin parce que ce n'était pas gratuit, donc c'était un full texte qu'il fallait télécharger payant, 85 €. Bon, quand on aime, hein, on ne compte pas. Et donc ici, ils sont plutôt sur 3 repas. Ils sont plutôt sur 3 repas. Nulle part, il n'est question d'un goûter, et a fortiori encore moins d'un goûter sucré. Donc, voilà, chrononutrition, il y en a plusieurs types, visiblement. Et donc, je vais te proposer de donner ta version. Voilà, moi, c'est en pratique. Moi, dans mes recommandations aux patients, je ne parle quasi jamais de goûter sucré. Tout au plus, j'en parle chez les patients qui sont dépressifs, qui ont des signes de manque de sérotonine, parce que c'est souvent, ces gens-là ont des compulsions glucidiques fin d'après-midi, après 4, 5, 6, enfin, 4, 5, 6 heures, qui est dû au fait que le cerveau est un appel de tryptophane pour faire la sérotonine. Et donc, je leur explique, écoutez, vos compulsions, vous jetez sur tout ce qui est sucré, le chocolat, soit le verre d'alcool vers 4, 5 heures, mais c'est parce que votre cerveau, il veut se suicider et il fait appel à vous. Détache-moi ce tryptophane de l'albumine pour que je puisse en faire la sérotonine. Donc, c'est pour leur expliquer ça. Alors, je ne dis pas, je leur dis pas évidemment de craquer, de manger sucré à ce moment-là, parce que, mais au moins ils ont une notion de pourquoi ils ont ces compulsions, pourquoi ils ont même des accès de boulimie par après, ils videraient leur frigo. En fait, c'est leur cerveau qui crie au secours. Voilà. D'accord. Mais ce qui m'interpelle avec ça, c'est que et je suis confronté à ça très, très fortement depuis que j'ai posté ces vidéos qui parlent de chrononutrition, mais donc c'est des vidéos qui sont en français, qui sont donc entendues et vues par un public francophone et largement français. Et visiblement en France, il y a une immense majorité de naturopathes et de nutritionnistes ou de diététiciennes qui recommande, boum, d'entrée de jeu, le goûter sucré. Moi, je crois qu'ils ne prennent pas le problème à la base. Pourquoi est-ce que le patient est en manque de sérotonine fin d'après-midi? Pourquoi est-ce que son cerveau appelle à l'aide? Et là, on en revient à l'alimentation. Ça me plaît déjà mieux. On en revient au fait que, il se fait que le tryptophane ainsi éliminé présente des protéines animales, végétales, sensibles à la chaleur, donc fragiles, vient des repas du matin et du midi principalement, voilà, et a besoin, après, être activé en sérotonine, de vitamine D, de zinc, de B9, de B12, de magnésium, etc. Et donc, moi, j'attire l'attention du patient avec sa biologie en disant, voilà, vous manquez de B12, vous manquez de vitamine D, donc comment voulez-vous que vos 2 œufs du matin ou votre poisson du midi puissent, via le tryptophane, générer la sérotonine? Il y a des carences micronutritionnelles, en fait. Oui. Ou des erreurs nutritionnelles. Ce sont des patients qui, à la limite, ne mangent pas le matin. Ils mangent une tartine avec une crasse ou un sandwich avec une crasse le midi. Et puis, ils mettent tout leur repas le soir. Donc, ces patients-là sont pas toujours, mais très souvent, ils ont des signes de manque de neurotransmetteurs, donc sérotonine, dopaminergique. Et pas tous. Donc, moi, je suis parfois surpris. J'en ai eu 2-3 ces dernières semaines de patients qui mangent rien le matin, quasi rien le midi, et ils ne sont pas dépressifs. Tout va bien, ils sont bien dans leur tête. Et je dis, vous êtes une exception, parce que la majorité ne sont pas bien. Bon, alors, n'allons pas trop vite, parce que moi, ce que j'aurais bien voulu faire, en tout cas de mon côté, mais je n'ai pas l'impression que tu vas aller vraiment contre ça, c'est quand même démonter cette espèce de dogme dominant, très dominant, surtout en France, et la Belgique est évidemment englobée dans cette approche-là. Je ne suis pas certain de ce qu'on enseigne dans les écoles de nutrition en Belgique, mais bon, j'ai un peu des craintes.
enfin peut-être pas fondée, hein, bon, enfin bref. En tout cas, ce qui me dérange, parce que voilà, j'ai téléchargé Doctissimo, bon, ouais, ça vaut, mais enfin, c'est assez connu. Chrononutrition, le menu d'une journée type. Bon. Ouais. Alors, c'est un peu mieux que ce que je craignais. Okay, donc, enfin, je n'ai peut-être pas un a priori très favorable, je suis désolé. Alors, avec la chrononutrition, 4 repas par jour. Voilà, ça c'est. Bon, moi, ça me dérange déjà un peu parce que décider combien de repas il faut par jour pour tout le monde, je pense que d'une personne à l'autre, ça peut changer. La même personne, ça peut varier aussi. Et 4, je commence à trouver ça beaucoup. Okay. Et moi, j'ai une sainte horreur des conseils typiques diététiciens. Hein, 5 repas par jour, il faut manger toutes les 3 heures parce que sinon les niveaux d'énergie chutent. Là, écoute, bon, ça, franchement, ça. D'accord. Hein. D'accord. Goûter, alors c'est là, parce que le reste, finalement, ça allait encore, mais goûter, bon, je te dis textuellement, le goûter est très important bon, le goûter est très important dans la chrononutrition, gardons notre sérieux, j'ai du mal. Au goûter, on fait place au sucré et on se fait plaisir en grignotant des fruits ou du chocolat noir. Bon, alors oui, ça peut aider la sérotonine, mais si c'est ça qu'on conseille aux gens, pour moi, on les enferme dans un cercle vicieux où ils ont des pulsions sucrées et ils y obéissent sans régler aucun problème. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Entièrement. Hein? Et maintenant, je ferai quand même trop facile. C'est clair. Trop facile. C'est clair. Maintenant, je ferais remarquer un truc également, c'est que les pulsions sucrées de fin d'après-midi, oui, c'est sérotonin-énergie, mais les pulsions sucrées toute la journée, là, il faut quand même penser à d'autres choses qui sont la candidose, qui sont le manque de cortisol, qui sont, voilà, principalement. Je suis d'accord, les pulsions sucrées absolument insurmontables. S'il y a une candidose derrière qui provoque ça, c'est vrai, les pauvres gens, il n'y a rien qui les sauve de ces envies, mais bon, évidemment, mais ce sont des cercles vicieux parce que plus ils vont, enfin, les candidats ne sont pas idiots, hein, enfin, c'est des candidats à S, pas avec T, parce que dans les candidats, il y en a même parfois qui sont idiots, mais pas dans les candidats parce que, évidemment, leur comportement est logique vu que ça s'auto-approvisionne. Mais, donc voilà, moi, c'est ce que, surtout que je me trouve face à des légions. Évidemment, j'ai été les remuer avec mes vidéos, hein, mais à des légions de gens qui font ça et qui pensent que c'est bien. Et alors, ce que je fais, parce que, bon, là aussi, je trouve que c'est intéressant d'en discuter. Figure-toi, je ne sais pas si tu as vu, il y a un livre là. Oui, pas mal. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres, tu vois. J'en ai reçu de mon côté. C'est un truc de boîte, tu vois. Voilà. Bon, voilà. En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est le livre du docteur Résimon avec un collaborateur qui est Alain Rieux et qui s'appelle Pleine Santé, etc. Et là-dedans, je ne veux pas. C'est quelque part, j'ai mis un signé. C'est vrai que tu as fait, et c'est utile dans son concept, une espèce de demande de biologie clinique pour médecine fonctionnelle. Et alors, ça m'a étonné vraiment de ne pas trouver le cochage, parce que c'est sur le document, mais tu ne l'as pas coché, l'hémoglobine glycosylée. Alors, je ne sais pas si c'est ça en partie, je crois que ce n'est pas que ça, mais ça a un peu… À un moment donné, j'ai fait une fixette sur l'hémoglobine glycosylée parce que je trouve plein de gens… Alors, je te pose le problème, tu vas en débattre. Je te pose le problème, je trouve plein de gens qui font ces goûters sucrés. Bon, c'est des gens qui peuvent être raisonnables, hein, ce n'est pas tous les gens qui font n'importe quoi, mais enfin, ils font leur déjeuner sucré, leur goûter sucré, ils sont très fiers de l'annoncer parce qu'ils pensent qu'ils font très bien. Donc là, je tique déjà un peu. Et alors, ils me disent, oh, mais moi, de toute façon, j'ai un index HOMA, hein, H-O-M-A, acronyme impeccable, tout va bien, madame la marquise. Et puis, parce que parfois ce sont mes patients, des nouveaux patients, hémoglobine glycosylée, prédiabète ou proche du prédiabète s'ils sont plus jeunes, et des gens
30-40 ans qui sont à 5,6%, des gens de 50 ans qui sont à 5,9%. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, c'est ma faute. Je dois t'avouer que j'y pense pas. Et maintenant que tu m'en as parlé il y a quelques mois, je vais y penser plus souvent. Mais je trouve que… Alors, écoute, mais je suis content que… Parce que tu vois, c'est ça les discussions et c'est ça… L'idée, c'est de faire avancer le schmilblick, comme Coluche disait, hein, parce que c'est quand même une invention de Coluche, ce truc de schmilblick, même si on peut parfois l'oublier. Et alors, enfin, écoute, je ne vais pas citer parce qu'on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit, mais j'ai entendu une vidéo il y a 2-3 semaines, un jour soir, c'était en live, il y a eu, paraît-il, 8000 vues, donc c'est quelque chose qui est couru. C'est un de nos confrères médecins nutritionnistes. Je ne suis pas tout à fait certain qu'il se présente en médecine nutritionnelle, en médecine fonctionnelle, c'est plutôt un médecin nutritionniste français bien connu qui a fait une tonne de livres que tu connais très bien, moi aussi. Et alors, lui a dit textuellement, alors là franchement, là j'ai eu un peu du mal, il a dit, il parlait des risques cardiovasculaires. Et il a dit, oui, c'est quand même important de faire une prévention du prédiabète. Non, prédiabète, c'est un terme désuet, on n'utilise plus ce terme maintenant, c'est remplacé par la résistance à l'insuline. Je suis désolé, mais je suis vraiment désolé, le prédiabète, c'est l'hémoglobine glycosylée à 5,8%, jusqu'à 6,4%, et à 6,5%, c'est diabète. Bon, alors, subitement, c'est rayé de la carte, il n'y a plus que la résistance à l'insuline, c'est-à-dire l'index SOMA. Alors, moi, je dis, et qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais vraiment savoir ce que tu en penses. Il y a deux manières d'arriver au diabète, en passant par le prédiabète, parce qu'on n'y arrive pas, pouf, d'un bond, on ne passe pas, tu sais, on va du diabète type 2, là. Tu parles du type 2. Là. Oui, type 2. Hein, type 2. On n'arrive pas au diabète de type 2 sans passer par le prédiabète, mais il y a deux manières d'aller dans ce prédiabète qu'on n'est pas obligé d'étiqueter prédiabète. Il y a la résistance à l'insuline qui fait que le pancréas doit sécréter de plus en plus et de plus en plus d'insuline jusqu'à ce qu'il s'épuise, qu'il explose. Alors, on voit le taux d'insuline qui est très élevé, qui s'effondre, et là, baf, on bascule en diabète de type 2 très rapidement. OK, ça, c'est la résistance à l'insuline qui conduit au diabète. Mais je vois aussi des gens qui ont une résistance à l'insuline, enfin, qui n'ont pas de résistance à l'insuline, qui ont une sensibilité à l'insuline à peu près correcte, qui n'ont pas des taux d'insuline élevés, qui n'ont pas des glycémies à jeun élevées, qui n'ont pas des insulinémies à jeun élevées, mais qui ont des hémoglobines glycosylées, des HbA1c très élevés, prédiabétiques. Mais ceux-là aussi peuvent devenir diabétiques un jour, peut-être pas. Mais alors, je ne sais pas si… Tu as raison, en fait, ce sont les poussées glycémiques liées à ce grignotage, et éventuellement, tu parlais du goûter sucré, ces poussées glycémiques qui font qu'à un moment donné, le patient glyque ses protéines et donc glyque l'hémoglobine. Donc, c'est logique. Je veux dire, le fait de toi d'avoir un regard sur tous tes patients de polyhémoglobine glyquée, c'est que là, tu détectes des trucs à côté duquel moi je passe parce que je ne le demande pas, ça c'est évident. Voilà. Et figure-toi que j'en vois qui ont… Moi, je ne fais pas le HOMA parce que ça m'énerve. Écoute, l'index HOMA, puis je ne vais pas insister là-dessus parce que je vais indisposer beaucoup de gens, mais l'index HOMA, moi je veux bien, c'est un index qui est basé sur deux paramètres, la glycémie à jeun et l'insulinémie à jeun. Excuse-moi, moi je me trouve un peu insulté qu'un index me donne des informations soi-disant supplémentaires sur deux paramètres. Moi, il y a deux paramètres, je regarde un, je regarde l'autre, et je sais quand même, bon, si ta glycémie à jeun est bonne et que ton insuline à jeun est haute, il y a un problème. Ça me suffit. Et vice-versa. Et alors, à force de faire le HOMA, bon, moi, ce que je vois, je suppose que tu seras d'accord avec ça aussi, la glycémie à jeun haute avec une bonne insuline, avec un bon HbA1c, avec des triglycérides corrects, etc., c'est du stress. C'est des gens qui sont stressés, ils se lèvent, bam, il y a un pic de glucose. Hein, on voit ça aussi. Donc, à force de faire des index HOMA,
on ne regarde plus la glycémie à jeun, l'insuline à jeun. Je ne suis pas certain qu'on gagne, j'ai un peu l'impression qu'on perd. Moi, je veux bien un index qui jongle avec 3 paramètres, 4 paramètres, mais 2 paramètres, il ne faut quand même pas me prendre pour un con. 2 paramètres, je sais faire tout seul. Voilà, enfin bref. Ça nous permet quand même, quand tu as un patient qui a jeun et d'insuline, moi je regarde surtout ça élevé, alors qu'il est vraiment à jeun, il faut vraiment être certain qu'il n'a pas grignoté un truc, même sur dessus de café, de machin. J'ai dit, écoutez, là, moi, perso, je me lève avec une insuline à 30-35 le matin, vous, elle est à 60, 70 pour les Français, vous êtes en mode stockage tout de suite. Moi, 30-35, je ne suis pas en mode stockage. Donc, quoi que vous allez manger, vous allez en faire, c'est du vue de l'esprit, hein, c'est pas physiologiquement. Tout à fait d'accord, 100% d'accord avec ça. Et j'ai les mêmes chiffres que toi. J'ai les mêmes chiffres que toi. Moi, j'ai mis arbitrairement, c'est moi, je ne sais pas d'où j'ai sorti ça, c'est 100% arbitraire. J'ai mis 42. En dessous de 42, bon, ça va. 60, ça ne me va pas. Et je suis certain que ça se reflète dans l'indexoma. Mais je veux dire, je n'ai pas besoin d'indexoma si tu dis toi-même l'insuline. C'est une facilité, en fait. Oui. Mais le problème, c'est une facilité. Hein, regarde notre confrère là-bas, il se cache derrière l'indexoma. Et alors voilà, si l'indexoma est bon, tout est bon. Et ça, ce n'est pas vrai. Tu as des gens qui ont un indexoma défavorable et une bonne hémoglobine glycosylée. Et tu as l'inverse. Il y a tous les cas de figure. Tu rencontres tous les cas dans la variété des patients qu'on et maintenant, pour revenir à, tu parlais tout à l'heure du fasting, quand on le met dans la journée, mais je crois vraiment que le fait d'éviter de manger tout court, et surtout de manger des glucides rapides, fin d'après-midi et soirée, mais ça te permet de résoudre beaucoup de problèmes en fait. Et donc, moi j'appelle ça l'alimentation à glucides bas. Bon, sans aller jusqu'à la cétose, mais je crois que c'est le meilleur des trucs qui existent pour faire maigrir les gens et pour éviter justement ces résistances à l'insuline. Maintenant, oui, ça stabilise tu vas contribuer à la stabilisation de la glycémie et donc à la diminution de l'hémoglobine glycosylée. L'hémoglobine, c'est clair. Peut-être un dernier petit point. J'ai une référence bibliographique, mais qui est dans mon dernier livre, qui est dans un quote, en fait. Dans mon dernier livre, il y a 52 articles qui ont été pêchés. Génial, je l'ai lu de A à Z. Parfait. Et oui, et alors, il y en a un qui moi, m'a marqué, hein, ça date déjà de 2017 maintenant, qui est, ben voilà, alors, je traduis, hein, parce que une hémoglobine glycosylée élevée prédit un déclin de la mémoire.